Il n'a aucune idée de ce qui se passe réellement. La voix d'Adrien, filtrée par l'entrebâillement de la porte de son bureau, m'arrêtant net dans le couloir de Dubois Technologies. J'étais venu lui faire une surprise avant l'événement de lancement, portant la robe émeraude de chez Mage qu'il m'avait achetée pour notre anniversaire, serrant les fiches sur lesquelles j'avais écrit ma grande. Un révélation. Je n'étais pas seulement sa femme compréhensive, mais l'héritière des laboratoires Laurent, celle qui finançait ses rêves en secret. Le rire de Léa Rousseau, suivi grave et intime. Combien de temps comptes-tu encore jouer à la dinette avec elle? À travers l'étroite ouverture, je les vis sur son canapé en cuir, celui-là même que je l'avais aidé à choisir au printemps dernier. Ses doigts parfaitement manucurés traçaient des motifs sur son torse pendant qu'il jouait avec ses cheveux. Tous deux étaient complètement habillés, mais dans une posture qui suggérait que ce n'était pas leur premier moment volé. Avant de continuer, je tiens à vous remercier de vous joindre à moi pour partager ces histoires de trahison et de triomphe. Si vous pensez que tout le monde mérite de connaître la vérité dans ses relations, pensez à vous abonner. C'est gratuit, et cela nous aide à toucher plus de personnes qui ont besoin d'entendre cela. Mes genoux se dérobèrent. Je me pressai contre le mur reconnaissante de son soutien froid dans mon dos. Les fiches de mon discours se froissèrent dans ma main lorsque mon poing se serra involontairement. 6 ans. 6 ans, à faire semblant d'être une femme ordinaire, cachant mon héritage, pour m'assurer que son amour était réel. Et c'était là ma récompense. Juste jusqu'après le lancement de ce soir, dit Adrien en glissant sa main dans le dos de Léa. Une fois le financement assuré, je pourrais entamer la procédure de divorce. Le contrat de mariage avec séparation de biens que je lui ai fait signer protège tout ce que j'ai construit. Tout ce qu'il avait construit avec mon argent, avec les investissements anonymes que j'avais canalisés via des sociétés écrans pour sauver sa start-up défaillante il y a 3 ans puis 2 ans, et encore au printemps dernier, quand une mauvaise gestion a failli mener l'entreprise à la faillite. L'ironie avait un goût amer dans ma bouche. « Et sa famille ?» demanda Léa. « Elle ne vient pas d'une famille aisée ou quelque chose comme ça. » Adrien rit et ce son me retourna l'estomac. Sa grand-mère lui a laissé quelques bijoux qu'elle cache dans le tiroir de la cuisine. Elle croit que je ne le sais pas. Ils valent probablement quelques milliers d'euros. Elle fait semblant d'être une simple designer freelance. Mais j'ai vu comment elle regarde les choses chères. Typiquement des goûts de caviar, avec un budget de cantine. C'est pour ça que j'ai dû protéger mes biens avec ce contrat de mariage. Le tiroir de la cuisine. Là où je gardais ma montre Cartier, mes boucles d'oreilles Van Cleef, Harpel, la Patek Philippe de mon père. Des articles qui valaient plus que les revenus trimestriels de toute son entreprise, cachés entre des cuillères dépareillées et des bons de réduction périmés, parce que je voulais qu'il m'aime pour moi-même, et non pour les milliards des Laurent qui étaient restés intacts depuis la mort. De mon père il y a 2 ans. « Tu es terrible », dit Léa, mais son ton suggérait qu'elle le trouvait charmant. « À quelle heure on se voit au lancement ?»« À 19h30. Je te présenterai au conseil d'administration comme notre nouvelle directrice de la recherche et du développement. Le poste dont j'ai dit à Élodie qu'il serait pour Marc celui du bureau de Lyon. » Ma main retrouva le mur ayant besoin de sa stabilité. Marc n'existait pas. Ce nom m'avait paru étrange quand Adrien l'avait mentionné la semaine dernière. Je lui avais même proposé mon aide pour préparer son kit de bienvenue, et Adrien m'avait expédié en disant que les ressources humaines s'en chargeraient. Et ta femme ne se doutera de rien. Élodie. Il prononça mon nom comme si c'était quelque chose de désagréable. Elle sera trop occupée à jouer son rôle d'épouse compréhensive. Elle adore ça, être à mes côtés, sourire pour les photos, faire semblant de comprendre ce qu'on fait ici. Je lui ai acheté cette robe verte de chez Mage spécifiquement pour ce soir. Elle la mettra parce qu'elle fait toujours ce que j'attends d'elle. La robe verte qui pendait dans notre placard, celle qu'il m'avait offerte par surprise le mois dernier, en disant qu'elle faisait ressortir mes yeux. J'avais été si touchée par ce geste, par le fait qu'il se souvienne de notre anniversaire, alors qu'il était si absorbé par le travail dernièrement. Je comprenais maintenant que je n'étais qu'un accessoire de plus dans sa mise en scène. Mon téléphone vibra dans mon sac. Un message de Camille, ma seule amie qui connaissait la vérité sur mon héritage. « Tu vas vraiment lui dire ce soir, s'il te plaît, réfléchis-y. Quelque chose cloche dans tout ça. » Si elle savait à quel point son instinct avait raison. J'entendis du mouvement dans le bureau. Des chaises raclant le sol. Il se levait.
Je me forçais à marcher mes talons résonnant contre le sol en marbre, tandis que je me dirigeais vers les escaliers. Pas d'ascenseur, trop de risque de les croiser quand les portes s'ouvriraient. 20 minutes plus tôt, je répétais mon discours dans la voiture. « Adrien, il y a quelque chose que je dois te dire. Je ne suis pas celle que tu crois. En réalité, je suis Élodie Laurent, et j'ai soutenu tes rêves parce que je crois en toi, parce que je t'aime. » J'avais imaginé son visage, la surprise, se transformant en joie en réalisant que nous pouvions construire un empire ensemble. À présent, ces mots avaient un goût de poison dans ma gorge. La porte de la cage d'escalier se referma derrière moi avec un clic sec et je restais là, sous la lumière fluorescente, avec mes chaussures de créateur dont j'avais dit à Adrien qu'elles étaient des contrefaçons et qui commençaient déjà à me serrer les pieds. Mon téléphone sonna. La photo d'Adrien apparut sur l'écran, celle de notre mariage, où il me regardait comme si j'étais son monde entier. « Salut ma chérie », dit-il quand je répondis, sa voix chaude et affectueuse. « Je voulais juste m'assurer que tu viens toujours ce soir. Tu portes bien la robe verte, n'est-ce pas ?»« Bien sûr », m'entendis-je dire d'une voix étonnamment ferme. « Parfait. J'ai une grande surprise de prévue pour après l'annonce, quelque chose qui va changer nos vies pour toujours. »« J'ai hâte de voir ça », répondis-je. Et pour une fois, je le pensais vraiment, mais pas de la manière dont il l'espérait. « Je dois te laisser », continua-t-il. « Je suis toujours en réunion. Ces investisseurs sont très exigeants, mais après ce soir, tout sera différent, je te le promets. » « Oui, Adrien, tout sera différent. » L'appel de Maître Beaumont arriva 3 jours plus tard, alors que je faisais semblant de travailler sur le design d'un logo pour un client fictif. L'écran de mon ordinateur portable affichait Adobe Illustrator, mais mon esprit ne cessait de rejouer les mots d'Adrien, le rire de Léa, la cruauté de leur conversation. Quand le nom d'Arthur Beaumont apparut sur mon téléphone, je faillis ne pas répondre. Les avocats de la succession Laurent n'appelaient que lorsque quelque chose n'allait pas. « Élodie, nous avons besoin de vous ici, immédiatement », dit Maître Beaumont sans préambule. Sa voix portait le poids de 40 ans de droit des successions. « Il y a des documents qui requièrent votre signature avant la fermeture aujourd'hui. Sinon, nous risquons un redressement fiscal à 7 chiffres sur les brevets pharmaceutiques de votre père. » Je regardais l'horloge. 14 heures. Adrien ne rentrerait pas à la maison avant minuit comme d'habitude, mais j'aurais quand même besoin d'une excuse pour sortir. Combien de temps cela prendra-t-il ? 2 heures minimum. Ce sont des transferts complexes, impliquant les participations européennes. Si nous ne les déposons pas avant la fin du mois, le fisc supposera que vous renoncez à une partie de l'héritage. Mon héritage. Les 3 milliards d'euros qu'Adrien prenait pour quelques bijoux de grand-mère. L'empire pharmaceutique, dont il ignorait qu'il finançait ses rêves grâce à des investissements anonymes soigneusement orchestrés. Chaque fois que Dubois Technologies était sur le point de faire faillite, un mystérieux investisseur en capital risque apparaissait avec le montant exact pour les maintenir à flot. Adrien n'avait jamais remis en question cette coïncidence. Son ego ne lui permettait pas d'envisager que quelqu'un le protégeait. « Je serai là dans 40 minutes », dis-je à Beaumont, fabriquant déjà le mensonge que je raconterais à Adrien s'il posait des questions. Un travail urgent d'un client exigeant. Une autre révision de logo. La fiction banale de ma carrière inventée. Le cabinet Beaumont, associé, occupait 3 étages d'un immeuble haussmannien qui respirait l'argent de la vieille bourgeoisie parisienne. Des tapis persans qui coûtaient plus cher que la voiture de la plupart des gens d'étoiles originales, qui devraient être dans des musées. Beaumont m'accueillit dans son bureau. Les documents étaient déjà étalés sur son bureau en acajou. Chaque signature que j'apposais libérait une autre portion de l'empire de mon père sous mon contrôle. Des installations pharmaceutiques en Suisse, des brevets de recherche évalués à des milliards des portefeuilles d'investissement qui croissaient depuis avant ma naissance. « Votre père serait fier », dit Beaumont pendant que je signais pour la 20e fois. « Il a toujours dit que vous sauriez quand réclamer votre héritage. Fier, vraiment. En me voyant cacher ma richesse à mon mari comme un secret honteux, feignant d'être ordinaire pendant qu'Adrien construisait son ego sur les fondations de mon soutien occulte. 2 heures plus tard, je traversais le hall de Dubois Technologies, ayant décidé de surprendre Adrien avec un café de sa brûlerie préférée quand je heurtais Léa Rousseau. Ce n'était pas accidentel. Elle m'attendait clairement parfaitement positionnée pour intercepter quiconque se dirigeait vers les ascenseurs. « Élodie », dit-elle en prononçant mon nom, comme si nous étions de vieilles amies,
bien que je sache que nous n'avions jamais été officiellement présentés. Sa main attrapa mon bras, ses doigts pressant juste assez pour m'empêcher de me dégager. Quelle joie de te croiser. De près, elle était tout ce que je n'étais pas. Grande là où j'étais de taille moyenne blonde, là où j'étais brune confiante comme les femmes qui n'ont jamais douté de leur place dans le monde. Son parfum me frappa immédiatement quelque chose de cher et de distinctif. Du Tom Ford Black Orchid. Le même parfum qui s'était accroché à la veste d'Adrien la semaine dernière lorsqu'il avait prétendu avoir enchaîné les réunions. Je ne crois pas que nous nous connaissions. Dis-je bien que je sache parfaitement qui elle était. Léa Rousseau, directrice de la recherche et du développement. La femme dont les doigts avaient tracé des dessins sur le torse de mon mari 3 jours plus tôt. « Oh, mais j'ai l'impression de te connaître », dit-elle, son sourire montrant trop de dents. « Adrien parle de toi constamment, de ton dévouement, de ton soutien inconditionnel. » Elle fit une pause, ses yeux scannant ma tenue, une robe délibérément modeste, le sac imitation créateur que je portais pour maintenir ma couverture. Ça doit être très dur d'avoir un mari qui travaille autant d'heures. La compassion dans sa voix était si fausse qu'elle aurait pu être fabriquée en laboratoire. Elle serra mon bras à nouveau et je perçus une autre effluve de ce parfum. Définitivement Black Orchid. Définitivement la même odeur qui imprégnait les vêtements d'Adrien. C'est un homme très dévoué à son travail, répondis-je en gardant une voix neutre. Oh oui, très dévoué. Quelque chose brilla dans ses yeux. De l'amusement peu, être ou du triomphe. Nous étions en réunion jusqu'à 3 heures du matin. Planification stratégique pour le lancement. Ton mari a une endurance incroyable. Le café dans ma main me parut soudain très lourd. 3 heures du matin. Il m'avait envoyé un message à 23h pour me dire qu'il rentrait à la maison. Un mensonge de plus à ajouter à la collection que j'accumulais. Je dois y aller, dis-je en faisant un pas vers l'ascenseur. Bien sûr. Elle lâcha mon bras, mais se pencha baissant la voix jusqu'au murmure. Au fait, c'est une robe ravissante. Mage fait de très belles choses en ce moment. Elle s'éloigna, avant que je ne puisse répondre, ses talons claquant sur le marbre, avec la confiance de quelqu'un qui a déjà gagné une partie dont j'ignorais même l'existence. Je restais là tenant mon café qui refroidissait, me demandant comment elle savait où je fais mes achats. Adrien lui avait-il raconté? S'était-il moqué de la chasse aux bonnes affaires de sa femme pendant qu'ils menaient leur session de planification stratégique? La surprise s'aggrava ce soir-là. La mère d'Adrien, Éléonore, arriva sans prévenir à 19h, utilisant la clé de secours que nous lui avions bêtement donnée pour les urgences. J'étais en train de mettre la table avec la porcelaine de Limoges de ma grand-mère, un service évalué à 30 000 €, dont j'avais dit à Adrien que je l'avais chiné aux puces de Saint-Ouen pour 200 €. « Élodie, ma chérie », dit Éléonore, bien que son ton suggérât que j'étais tout sauf ça. Elle me fit la bise en l'air pendant que ses yeux cataloguaient tout ce qui n'allait pas dans notre appartement. J'étais dans le quartier. Elle vivait à Neuilly-sur-Seine. Rien dans le centre de Paris n'était son quartier. Adrien n'est pas encore rentré. Dis-je bien qu'elle le sut. Elle ne venait jamais quand son fils était présent pour amortir ses critiques. Parfait. Nous pouvons avoir une discussion entre filles. Elle s'installa dans notre salon comme une reine accordant une audience. Cet endroit a l'air un peu vieillot, n'est-ce pas? Peu. Être qu'après le lancement, vous pourrez vous permettre de redécorer. L'appartement était impeccable. J'avais dépensé une fortune pour qu'il ait l'air confortablement classe moyenne, cachant tout ce qui pourrait révéler ma richesse. Mais pour Éléonore, qui ne savait rien de mon héritage, nous n'étions tout simplement pas assez bien. Nous y sommes à l'aise, dis-je en lui servant du vin d'une bouteille dont j'affirmais qu'elle venait de chez Monoprix, mais qui était en réalité un grand cru à 300 €. À l'aise. Elle répéta le mot comme s'il avait mauvais goût. Eh bien, je suppose que c'est déjà ça. Bien qu'à ton âge, j'avais déjà donné 3 enfants à Charles. Adrien ne rajeunit pas, tu sais. La conversation sur les enfants, nous l'avions à chaque fois qu'elle nous rendait visite. Ce qu'elle ignorait, c'est qu'Adrien repoussait cette discussion depuis 2 ans, prétendant toujours que nous devions d'abord être plus stables financièrement. Maintenant, je me demandais s'il avait attendu de pouvoir me quitter pour Léa. En parlant de bon parti, continua Éléonore en faisant tourner son vin dans son verre, j'ai croisé Léa Rousseau au Country Club hier. Quelle excellente famille. Son père est dans le secteur pharmaceutique, tu sais. L'argent de la vieille bourgeoisie. Le genre d'environnement qui compléterait parfaitement les ambitions d'Adrien. Le verre de vin trembla dans ma main. Elle a l'air sympathique. Sympathique. Éléonore rit.
Ma chérie, elle est exceptionnelle, faculté de médecine de Harvard, chercheuse avec des publications, le genre de femme qui comprend le travail d'Adrien. Ses yeux se fixèrent sur moi avec une précision chirurgicale. Non pas que tu n'essayes pas mon ange, mais certaines choses requièrent un certain niveau de sophistication. Je servis le dîner dans les assiettes de ma grand-mère, pendant qu'Éléonore continuait son monologue sur les vertus de Léa Rousseau. Chaque assiette que je posais sur la table valait plus que la mensualité du prêt immobilier d'Éléonore. Mais elle ne voyait que ce que je voulais qu'elle voie. La vaisselle dépareillée d'une épouse de la classe moyenne, jouant, à la dînette, dans un monde auquel elle n'appartenait. Passe. Après son départ, j'étais en train de nettoyer la cuisine quand je l'ai trouvée. Le sac de sport d'Adrien oublié dans un coin derrière la poubelle de recyclage. À l'intérieur, sous ses vêtements de sport, se trouvait un reçu qui fit s'arrêter mon cœur. Intercontinental Lyon, Hôtel Dieu, 2 nuits, Suite King. Les dates correspondaient au week-end où il avait affirmé travailler sans relâche au laboratoire. Des frais de room service pour 2 petits déjeuners. Du champagne servi à minuit. Quand Adrien rentra finalement à 23h30, je tenais toujours le reçu. « Comment c'était Lyon ?» demandai-je. Il ne s'arrêta même pas pendant qu'il accrochait son manteau. « Que veux-tu dire, je n'ai pas été à Lyon depuis des mois. » Je restais là, le reçu à la main. Son mensonge sur Lyon flottait dans l'air entre nous comme une présence physique. Mes mains ne tremblaient plus. Elles avaient dépassé ce stade et étaient entrées dans un étrange engourdissement qui se propageait dans mes bras et ma poitrine. Il passa devant moi pour aller dans la chambre desserrant sa cravate totalement inconscient que je tenais la preuve de sa tromperie entre mes mains. Le lendemain matin, je prétendis être malade pour mes projets freelance fictifs et je fis quelque chose que je n'avais jamais fait auparavant. Je suivis mon mari. Il sortit à 8h30. Heure normale, routine normale. Il m'embrassa sur la joue avec des lèvres qui avaient probablement embrassé Léa dans cette chambre d'hôtel à Lyon. Il me dit de ne pas l'attendre parce que les réunions du mardi s'éternisaient toujours. Mardi. Je pris note mentalement. À midi, je me positionnais dans un café en face de l'Ambroisie, le restaurant étoilé où Adrien affirmait ne jamais pouvoir obtenir de réservation. À travers la vitrine, je le vis arriver en premier regardant sa montre se recoiffant. Il s'était changé depuis le matin. La chemise bleue que je lui avais achetée pour Noël avait été remplacée par la grise que Léa avait complimentée lors du dîner d'entreprise le mois dernier. Elle arriva 10 minutes plus tard, et la façon dont son visage s'illumina me serra le cœur. Il se leva pour l'accueillir, sa main s'attardant au bas de son dos, tandis qu'il la guidait vers leur table, un box d'angle intime et partiellement caché à la vue. Le serveur apporta du champagne sans qu'ils aient à le commander. C'était clairement leur endroit habituel, leur routine du mardi. Sa main traversa la table, ses doigts s'entrelaçant avec les siens, pendant qu'il regardait des menus qu'il connaissait probablement par cœur. Elle rejeta la tête en arrière, riant de quelque chose qu'il avait dit, et il l'observait avec une expression que je reconnus. La même façon dont il me regardait quand nous sortions ensemble, quand j'étais encore mystérieuse et excitante, avant que je ne devienne un simple meuble dans sa vie soigneusement construite. Quand ils partirent à 14h30, Adrien l'aida à enfiler son manteau avec une telle tendresse que je dus détourner le regard. Ses mains s'attardèrent sur ses épaules, ajustant son col, glissant une mèche de cheveux derrière son oreille. Les mêmes gestes qu'il me réservait autrefois maintenant, exécutés sur un trottoir en plein jour où n'importe qui pouvait voir ou sa femme pouvait voir. Je conduisis jusqu'à l'appartement de Camille au lieu de rentrer chez moi. Un seul regard sur mon visage lui suffit pour me faire entrer cherchant déjà le vin. Nous nous assîmes sur son canapé, le même où elle m'avait aidé à répéter mon discours de révélation à peine 2 semaines plus tôt, quand je pensais que mon plus grand problème était de trouver le moment parfait pour l'annonce. « Je dois te dire quelque chose », dit soudain Camille, en se tordant les mains sur ses genoux. « Ça fait des semaines que j'essaye de trouver comment te le dire. » Le vin dans mon verre s'agita dangereusement lorsque je le posai. « Quoi ? Il y a 3 semaines, j'étais dans le centre pour chercher un cadeau d'anniversaire pour ma mère. » Elle pleurait maintenant. Les larmes coulaient sur son visage. Je suis passé devant Cartier, et par la vitrine, j'ai vu Adrien. Il était avec une femme blonde. Ils essayaient des bagues Élodie, des bagues de fiançailles. La pièce s'inclina légèrement. J'agrippais le coussin du canapé pour me stabiliser. Léa, tu la connais. Elle travaille chez Dubois Technologies. Elle est directrice de la R
D. Les mots sortirent de façon mécanique comme si je lisais l'annuaire de l'entreprise. Faculté de médecine de Harvard. La vieille bourgeoisie. Une bonne famille selon la mère d'Adrien. Camille attrapa mes mains, les siennes tremblaient. Il lui achetait une bague Élodie. La vendeuse sortait différentes montures. Elle posait avec chacune, faisait des selfies. Ils avaient l'air si heureux. J'ai voulu entrer et lui hurler dessus, mais je suis restée paralysée. Je porte cette culpabilité depuis 3 semaines. Je suis tellement désolée. Une bague de fiançailles, alors qu'il était encore marié avec moi, alors qu'il rentrait encore à la maison dans notre lit, mangeait les dîners que je cuisinais, jouait le mari dévoué lors des événements de l'entreprise. L'audace de la chose me coupa le souffle. « Tu dis que c'était quand ?» demandai-je mon esprit, passant en revue les dates. « Il y a 3 mardis vers 14 heures. Mardi. Leur jour habituel. Un déjeuner à l'Ambroisie suivi de l'achat d'une bague. Quel romantisme, quel plan parfait. Je me demandais s'il lui avait déjà fait sa demande, si elle portait la bague quelque part où je ne pouvais pas la voir, ou s'il attendait après le lancement. Après avoir assuré son financement et pouvoir se débarrasser de moi sans risquer son entreprise. Cette nuit-là, j'attendis qu'Adrien soit profondément endormi, sa respiration régulière et lourde. Son téléphone chargeait sur sa table de nuit, mais je n'en avais pas besoin. J'avais quelque chose de mieux, l'accès à nos comptes communs, ceux qui l'ignoraient que je surveillais via ma propre application bancaire. Je m'assis à la table de la cuisine, avec mon ordinateur portable, la luminosité de l'écran au minimum, et je commençais à fouiller. Ils étaient là, de petits virements chaque semaine. 500 € par-ci, 700 € par-là, toujours vers le même numéro de compte que je ne reconnaissais pas. Les transferts duraient depuis plus d'1 an, étiquetés comme « planification d'investissement » ou « diversification de portefeuille ». 50 000 € systématiquement siphonnés de nos économies communes. Mais je connaissais ces méthodes. J'avais géré des centaines de millions dans les fonds Laurent. J'avais vu toutes sortes de manœuvres financières possibles. Ce n'était pas de la planification d'investissement, c'était une stratégie de sortie. Il se constituait un matelas probablement sur un compte à son seul nom, en préparation du divorce qu'il pensait annoncer après le lancement. L'ironie faillit me faire rire. Il volait ce qu'il croyait être son propre argent, sans savoir que chaque centime de nos comptes provenait de mon héritage soigneusement blanchi, via de faux projets freelance et des clients imaginaires. Il détournait des fonds de l'empire Laurent sans même savoir qu'il existait. À 3 heures du matin, un téléphone vibra. Pas son portable habituel, mais un son qui venait de la poche de sa veste. Un deuxième téléphone comme un personnage d'un mauvais film d'espionnage. Il se leva du lit, prit sa veste et s'enferma dans la salle de bain. Mais notre appartement avait des murs fins, et j'avais appris depuis des années que si on collait l'oreille au mur, on pouvait tout entendre. « Le délai est serré », murmura-t-il. « Le lancement est jeudi. J'ai besoin de 2 jours de plus pour tout mettre en place. » Une pause pendant que l'autre personne répondait. « Non, elle ne se doute de rien. Élodie est trop confiante. » D'ailleurs, elle a cru à l'histoire de Marc, du bureau de Lyon. Un petit rire doux. « Je sais. » Elle a même proposé de l'aider avec son kit de bienvenue. Parfois, je me sens presque coupable tellement c'est facile. Une autre pause. Les papiers du divorce sont déjà rédigés. Mon avocat dit qu'avec le contrat de séparation de biens, elle n'obtiendra rien, sauf ce qu'elle a apporté au mariage. C'est, à dire, en gros, quelques vieux bijoux et ce qu'elle a pu économiser de ses petits. Projet de design. Mais, petit projet de design qui avait injecté 3 millions d'euros dans Dubois Technologies au cours des 6 dernières années. Après le lancement, après que les investisseurs auront signé, je lui dirai, vendredi matin, je veux le faire en personne. Au moins lui accorder ce respect. Respect. Ce mot me donna la nausée. Je t'aime aussi, murmura-t-il, et mon cœur finit de se briser complètement. Plus que 2 jours, et on n'aura plus à se cacher. La porte de la salle de bain s'ouvrit. Je forçais ma respiration à rester profonde et régulière tandis qu'il se glissait de nouveau dans le lit. Il s'allongea à côté de moi, cet étranger, avec le visage de mon mari, et en quelques minutes, il s'était rendormi. Mais je restais éveillée, fixant le plafond, planifiant mon propre calendrier. Le lancement de jeudi était dans 36 heures. Adrien croyait qu'il lui restait 2 jours de comédie. Il se trompait. Les 36 heures passèrent d'une lenteur insoutenable. Je traversais la journée du mercredi comme une actrice qui a oublié son texte,
mais continue de jouer quand même. Adrien partit ce matin-là, avec son baiser habituel sur la joue, me rappelant l'événement de lancement, s'assurant que je porterais la robe verte. J'ai souri et hoché la tête, jouant l'épouse dévouée une dernière fois, tandis que mes entrailles se tordaient en sachant ce qui allait arriver. Le Jedi arriva chargé d'une humidité qui rendait l'air lourd et étouffant. Je passais l'après-midi dans le bureau de Maître Beaumont, signant des documents qui gèleraient certains investissements anonymes, particulièrement ceux qui coulaient vers Dubois Technologies. Beaumont ne remit pas en question mes décisions soudaines. Il avait été l'avocat de mon père pendant 30 ans et comprenait que parfois le timing est tout tant dans les affaires que dans la vie privée. À 18 heures, j'étais devant le miroir de notre chambre, remontant la fermeture éclair de la robe émeraude qu'Adrien avait choisie pour moi. Le tissu me faisait l'effet d'une armure sur la peau. Mes mains étaient fermes, tandis que j'appliquais mon rouge à lèvres, une teinte plus sombre que celle que j'utilisais d'habitude. Dans mon sac, les fiches du discours que j'avais écrites des semaines plus tôt côtoyaient de nouvelles fiches rédigées le matin même. 2 versions de la même révélation, mais avec des fins très différentes. Le trajet jusqu'à Dubois Technologies, situé dans le quartier d'affaires de la Défense, dura 20 minutes dans les embouteillages parisiens. Je mis ce temps à profit pour respirer, me recentrer, me transformer, passant de la femme qui avait passé 6 ans à cacher sa véritable nature à celle qui était sur le point de tout révéler. La façade en verre de l'immeuble reflétait le soleil couchant teintant tout d'un éclat doré qui d'une certaine manière paraissait sinistre. Je me garais sur la place des visiteurs, pas ma place habituelle, à côté de la BMW d'Adrien. Ce soir, je n'étais pas vraiment sa femme. J'étais quelque chose de complètement différent. La montée en ascenseur jusqu'au 40e étage ne m'avait jamais paru aussi longue. À chaque étage franchi, j'avais l'impression de me dépouiller d'une autre couche du personnage que j'avais joué pendant si longtemps. La designer freelance, l'épouse compréhensive, la femme naïve qui ne comprenait rien. Aux affaires de son mari. Quand les portes s'ouvrirent, je me sentais à vif exposée et puissante d'une manière que je n'avais jamais expérimentée auparavant. L'étage de direction bourdonnait de l'énergie précédant l'événement. Les serveurs disposaient des buffets élaborés, tandis que les barman polissaient des flûtes qui contiendraient bientôt un champagne dont le prix à la bouteille dépassait la mensualité de la voiture de la plupart des gens. Mais je ne me dirigeais pas encore vers la salle de réception. J'avais une dernière chose à confirmer, une dernière preuve à rassembler avant de pouvoir mettre à exécution ce que je planifiais. La porte du bureau d'Adrien était légèrement entr'ouverte. Une lumière dorée se déversait dans le couloir. Je m'approchais en silence, mes talons étouffés par l'épaisse moquette. À travers l'entrebâillement, j'entendis sa voix désinvolte et méprisante sur un ton que je ne connaissais désormais que trop bien. « Elle va bientôt arriver », disait-il. « Elle fera la parfaite petite épouse avec cette robe verte que je lui ai achetée. Mon Dieu, elle était tellement reconnaissante pour ce truc. On croirait que je lui ai offert des diamants au lieu d'une robe en solde de chez Mage. » Le rire de Léa fut comme des ongles sur un tableau noir. Elle n'a vraiment aucune idée de notre histoire. Élodie est douce, mais l'observation n'est pas son point fort. Elle croit encore que je travaille tard quand je suis avec toi. Elle croit encore que cette conférence à Lyon était vraie. Je pourrais probablement t'installer dans notre appartement et elle penserait que tu es la nouvelle femme de ménage. Ils étaient assis sur le canapé en cuir, le même que l'autre jour. Léa avait retiré ses chaussures, ses pieds repliés sous elle, tandis qu'elle s'appuyait sur l'épaule d'Adrien. À sa main gauche, accrochant la lumière de la lampe de bureau, il y avait une bague. La bague de fiançailles que Camille l'avait vue acheter. Elle la portait déjà, mais à la mauvaise main pour l'instant. Après la discussion sur le divorce demain, on n'aura plus à se cacher, continua Adrien, ses doigts jouant avec les cheveux de Léa. J'ai tout préparé. Le contrat de séparation de biens protège tous mes actifs. Elle repartira avec ce qu'elle a apporté, c'est, à dire, pratiquement rien, quelques bijoux de sa grand-mère qu'elle croit que j'ignore. Peut être 50 000 € qu'elle a économisés avec son travail de design. Et l'entreprise, demanda Léa. Une fois que le lancement de ce soir sera un succès et que les investisseurs auront signé Dubois Technologies, sera valorisée à plus de 100 millions d'euros. Elle ne pourra pas y toucher grâce à ce contrat. Elle était tellement anxieuse de prouver qu'elle n'en voulait pas à mon argent qu'elle l'a signé sans même le faire relire par un avocat.
L'ironie de cette affirmation faillit me faire éclater de rire. Le contrat protégeait ses biens, oui, mais il protégeait aussi les miens. Chaque investissement anonyme, chaque transfert via une société écran, chaque centime de la fortune, Laurent restait uniquement sous mon contrôle. Il avait été tellement concentré à se protéger d'une croqueuse de diamants qu'il n'avait jamais envisagé qu'il pourrait être celui qui se ferait plumer. Je m'éloignai de la porte et me dirigeai vers les toilettes de l'étage de direction, celles avec des plans de travail en marbre et des cabines individuelles qui fermaient correctement. Je me tins devant le lavabo, croisant mon propre regard dans le miroir. La femme qui me dévisageait n'était plus celle qui avait répété des discours sur l'amour et le partenariat. Cette femme avait des contours plus nets, une vision plus claire et un plan sur le point de se dérouler. J'appelais Beaumont depuis les toilettes, gardant la voix basse, mais ferme. Exécutez les transferts dont nous avons discuté. Tous immédiatement. Vous êtes sûr? Une fois que je fais ça, on ne peut plus revenir en arrière. Je suis sûr. Ensuite, j'appelais la société de sécurité que j'avais contactée cette semaine-là. Sécurité Mercure. C'est Élodie Laurent au téléphone. J'ai besoin de votre équipe chez Dubois Technologies dans 1 heure. Positionnement discret, mais visible quand je donnerai le signal. Compris, Madame Laurent. Nous aurons 6 agents sur place. Je retouchais mon rouge à lèvres, ajustais ma robe émeraude une dernière fois et marchais vers la salle de réception. La transformation était complète. Je n'entrais pas comme l'épouse naïve d'Adrien. J'entrais comme Élodie Laurent, héritière d'un empire pharmaceutique, sur le point de réclamer mon pouvoir de la manière la plus publique possible. Les portes du salon étaient grandes ouvertes, révélant une mère de l'élite technologique parisienne, mêlée à l'argent de la vieille bourgeoisie de la capitale. Des investisseurs, des membres du conseil d'administration, des journalistes et des influenceurs, tous là pour célébrer le triomphe de Dubois Technologies. Ils se tournèrent à mon entrée, beaucoup me reconnaissant, comme la femme d'Adrien m'offrant des sourires chaleureux et des félicitations. Richard Lefebvre, membre du conseil, s'approcha immédiatement avec sa femme Marguerite à ses côtés. « Élodie, vous devez être très fière », dit Richard en me serrant la main. « Adrien a construit quelque chose de remarquable. »« Oui », acquiesçai-je avec un sourire parfaitement calibré. « La soirée d'aujourd'hui va certainement être remarquable. » Marguerite se pencha avec un air de conspiratrice. « Il a de la chance d'avoir une partenaire aussi compréhensive derrière chaque grand homme, n'est-ce pas ?»« Parfois », répondis-je en acceptant une coupe de champagne d'un serveur qui passait. La femme n'est pas du tout derrière lui. Parfois, elle a été devant tout ce temps et il ne s'en est simplement pas rendu compte. Ils rirent, prenant cela pour une blague. S'ils savaient à quel point j'étais littéral. Je me déplaçais dans la foule, acceptant les félicitations et les éloges pour le succès d'Adrien. Chaque compliment ajoutait de l'huile sur le feu qui brûlait dans ma poitrine. Plusieurs personnes mentionnèrent à quel point Adrien avait de la chance de m'avoir, à quel point mon soutien avait dû signifier pour lui pendant les difficiles premières années. Plus que vous ne l'imaginez, leur disais-je à chacun souriant de plus en plus largement à mesure que les minutes s'égrenaient. La coupe de champagne me paraissait en apesanteur dans ma main pendant que j'observais la foule se mouvoir et tourbillonner dans le salon comme des bancs de poissons hors de prix. À travers les baies vitrées, Paris scintillait sous nos pieds, ignorant que 40 étages plus haut, un mariage et une entreprise étaient sur le point d'imploser devant 300 témoins. Les lumières baissèrent légèrement, et Adrien apparut au pupitre, sa confiance rayonnant dans toute la pièce. Il avait tout d'un PDG à succès, avec son costume sur mesure, Tom Ford, celui que je lui avais acheté l'année dernière, avec l'argent des Laurent, dont il ignorait l'existence. Derrière lui, un écran géant affichait le logo de Dubois Technologies, élégant et moderne, construit sur des mensonges et les investissements anonymes d'une épouse qu'il pensait n'être personne de spécial. « Mesdames et messieurs », commença Adrien, sa voix empreinte de cette chaleur étudiée qu'il déployait lors des réunions d'investisseurs. « Ce soir marque l'aboutissement de 6 années d'innovation, de dévouement et de science de pointe. Dubois Technologies est prête à révolutionner la thérapie génique et nous n'aurions pas pu le faire sans chacun d'entre vous. » La foule applaudit poliment. Je remarquai que Léa s'était positionnée près de la scène, assez près pour être vue, mais pas assez pour paraître présomptueuse. Elle s'était changée depuis l'après-midi. Elle portait maintenant une robe de cocktail noire qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle était censée gagner en un mois.
La bague de fiançailles avait disparu de sa main, probablement cachée dans son sac, jusqu'au moment opportun. Adrien poursuivit son discours en esquissant des projections et des opportunités de marché, utilisant des mots comme synergie et changement de paradigme qui faisaient sortir l'échiquier aux investisseurs. Il était doué pour ça, je devais l'admettre. La performance, la présence charismatique, la capacité à faire croire les gens en sa vision. Il ne s'était simplement pas rendu compte que toute sa vision avait été financée par la femme qu'il avait traitée de naïve 4 heures plus tôt. Avant de passer à la présentation technique, dit Adrien, son sourire s'élargissant, « Je veux prendre un moment pour remercier quelqu'un de très spécial. Ma femme Élodie qui a été mon rock tout au long de ce voyage. Chérie, pourrais-tu monter ici ?» La foule se tourna vers moi en applaudissant chaleureusement. Cela ne faisait pas partie du scénario, du moins pas de celui que j'avais préparé. Mais Adrien adorait ces grands gestes, ces démonstrations publiques qui le faisaient passer pour le mari dévoué. Je posais mon champagne et me dirigeais vers la scène, mes talons résonnant sur le sol en marbre avec une précision de métronome. Chaque pas me donnait l'impression de marcher vers ma propre exécution et ma résurrection simultanément. Adrien tendit la main pour m'aider à gravir les 3 marches de la scène. Sa paume était sèche et chaude, la main de quelqu'un de totalement sûr de son contrôle sur la situation. Il m'attira à lui, m'embrassant sur la joue pour les appareils photo qui crépitaient déjà. « N'est-elle pas merveilleuse ?» dit-il au micro, son bras autour de ma taille de façon possessive. 6 ans à soutenir mon rêve sans jamais se plaindre des nuits blanches ou des réunions interminables. Je n'aurais pas pu faire ça sans elle. L'ironie de cette affirmation faillit me faire rire. Littéralement, il n'aurait pas pu le faire sans moi, mais pas de la façon dont il l'insinuait. La foule applaudit de nouveau, et je vis plusieurs épouses de membres du conseil essuyer une larme émue par cette démonstration de dévouement conjugal. « En effet, » dis-je, ma voix résonnant dans la pièce avant qu'Adrien ne puisse continuer. « Moi aussi j'ai quelque chose que j'aimerais partager. » Le bras d'Adrien se crispa autour de ma taille, mais son sourire ne vacilla pas. « Bien sûr, chérie, » dit-il, bien que je surprisse l'éclair d'agacement dans ses yeux. Ce n'était pas prévu. Je n'étais pas censé parler. Je me libérai doucement de son étreinte et pris le micro. Son poids me semblait parfait dans mes mains, comme une arme que j'avais attendu de pouvoir dégainer. La salle tomba dans le silence. Des centaines de visages se tournèrent vers la scène, dans l'attente et la curiosité. « Merci à tous d'être ici ce soir », commençai-je. Ma voix était plus ferme que les battements de mon cœur. C'est en effet une occasion capitale, et je suis honoré d'en faire partie. Adrien a raison de dire que j'ai soutenu son rêve pendant 6 ans. Ce qu'il ne sait pas, c'est l'ampleur exacte du soutien que je lui ai fourni. Une vague de confusion parcourut la foule. La main d'Adrien toucha mon coude, un avertissement déguisé en affection. « Vous voyez, » continuai-je en m'éloignant de lui, « Adrien a eu un investisseur anonyme ces 6 dernières années. Quelqu'un qui a cru en sa vision au point d'investir des millions quand les banques ne voulaient pas lui prêter un centime. Quelqu'un qui a sauvé Dubois Technologies de la faillite, non pas 1 ni 2, mais 3 fois. » La confusion dans la salle se mua en un vif intérêt. Des téléphones apparurent dans les mains, sentant que quelque chose d'important était en train de se produire. Le visage d'Adrien était devenu figé. Le genre d'immobilité qui précède la fuite ou le combat. « Cette investisseuse, dis-je, en regardant directement Adrien, c'est moi, Élodie Laurent, unique héritière des laboratoires Laurent, et la femme que tu as qualifiée de naïve cet après-midi pendant que tu enlaçais Léa Rousseau sur le canapé de ton bureau. » Le hoquet de stupeur qui parcourut la salle fut presque physique, comme si les 300 personnes avaient inspiré simultanément. La bouche d'Adrien s'ouvrit, se ferma, et s'ouvrit de nouveau, comme un poisson soudainement sorti de l'eau. Sa main jaillit pour attraper le micro, mais je reculai, le gardant hors de sa portée. « C'est ridicule », parvint-il à dire, sa voix audible, même sans amplification. « Élodie, qu'est-ce que tu fais ?» Je sortis mon téléphone, me connectant au système de présentation d'une simple pression sur un bouton. Maître Beaumont avait organisé cette capacité technique, la veille s'assurant que je pourrais afficher ce dont j'avais besoin sur l'écran géant. Derrière, nous apparut le premier document. Des relevés bancaires montrant des transferts de Laurent Holding vers Dubois Technologies, datés et documentés. Des millions d'euros coulant de mon héritage vers l'entreprise d'Adrien. Chaque tour de table important, dis-je.
ma voix gagnant en puissance à chaque mot. Chaque injection de capital d'urgence, chaque prêt relais qui a maintenu cette entreprise en vie provenait de l'argent des Laurent. Mon argent. L'argent qu'Adrien ignorait que je possédais parce que je voulais être sûr qu'il m'aimait pour moi, pas pour mon héritage. L'écran changea pour montrer une photo que Beaumont m'avait fournie. Mon père et moi, lors d'une réunion du Conseil des Laurent, il y a 5 ans, m'identifiant clairement comme sa fille et son héritière. Puis un autre document, les papiers de la société Écran, montrant comment les investissements avaient été structurés pour rester anonymes. Léa avait commencé à se diriger vers la sortie, mais le personnel de sécurité Mercure était déjà en position. Leur présence était subtile, mais efficace. Elle s'arrêta coincée entre la foule et l'équipe de sécurité, son visage pâle sous les lumières du salon. « Mais ce n'est même pas la meilleure partie », continuai-je sentant le pouvoir de l'instant m'envahir. Cet après-midi, en me préparant pour l'événement de ce soir, j'ai découvert quelques irrégularités financières intéressantes. Il semble que quelqu'un ait transféré de l'argent des comptes d'exploitation de Dubois Technologies vers ses comptes personnels. Quelqu'un a facturé des dépenses personnelles comme des frais professionnels. Quelqu'un a commis ce que je crois que la brigade financière appellerait des détournements de fonds et de la fraude. L'écran se remplit des preuves que j'avais rassemblées au cours des 3 derniers jours. Les fausses factures. Les virements suspects, la facture de l'hôtel de Lyon, facturée à l'entreprise comme une dépense de conférence, alors qu'aucune conférence n'existait. Le visage d'Adrien était passé de pâle à gris, cendrait ses mains, agrippant le pupitre, comme si cela pouvait l'empêcher de se noyer. « La sécurité !» cria quelqu'un dans la foule. « Que quelqu'un appelle la sécurité !» Mais l'équipe de sécurité était à moi, et ils ne bougèrent pas, sauf pour garder le contrôle des sorties. La foule s'était transformée en une entité vivante, des téléphones levés filmant tout. Le silence avait été remplacé par des chuchotements urgents et le cliquetis rapide des photos qu'on prenait. « J'ai déjà transmis ces informations aux autorités compétentes », annonçai-je, en regardant directement la foule d'investisseurs et de membres du conseil. « J'imagine que vous aurez des questions sur l'endroit où votre argent est réellement allé. » L'ascenseur descendit en silence tandis que derrière moi, la salle de réception explosait en un chaos total. À travers les portes qui se refermaient, j'aperçus les membres du conseil, encerclant Adrien, leur visage déformé par la colère, tandis que les journalistes se frayaient un chemin avec leurs micros et leurs caméras. L'équipe de sécurité Mercure maintenait ses positions assurant l'ordre, mais ne protégeant pas Adrien des conséquences qui le rattrapaient enfin. Mon téléphone commença à vibrer avant même que je n'atteigne le parking souterrain. Le nom d'Adrien clignotait sur l'écran, appel après appel, que je laissais aller sur la messagerie vocale. Puis arrivèrent les SMS rapides et de plus en plus désespérés. « Qu'est-ce que tu as fait ? Il faut qu'on parle. C'est de la folie. Tu ne comprends pas ce que tu viens de détruire. Décroche le téléphone tout de suite. » Je mis l'appareil en silencieux et le glissai dans mon sac tout en marchant vers ma voiture. Le voiturier, un jeune homme qui avait toujours été gentil avec moi, me tendit les clés avec des yeux écarquillés. Il avait clairement entendu ce qui s'était passé là, haut. Les nouvelles voyageaient vite dans ce genre d'immeuble, surtout quand elles impliquaient des humiliations publiques et des délits financiers. Le trajet jusqu'à notre appartement dura 15 minutes, la circulation étant inhabituellement fluide. J'en profitai pour appeler Maître Beaumont, qui répondit dès la première sonnerie, malgré l'heure tardive. « J'ai vu la retransmission en direct », dit-il sans préambule. Plusieurs journalistes streamaient. « Vous avez géré cela de manière remarquable. J'ai besoin que les papiers du divorce soient déposés à la première heure demain matin, dis-je, ma voix toujours étonnamment ferme. Et j'ai besoin que vous geliez tous les comptes conjoints immédiatement. C'est déjà en cours. J'ai pris la liberté de tout préparer après notre réunion d'hier. Le contrat de séparation de biens sur lequel Adrien a insisté est en réalité très favorable pour vous, puisqu'il protège tous vos biens prénuptiaux et héritages. Il s'est essentiellement exclu lui-même de la fortune Laurent, sans même savoir qu'elle existait. L'ironie de la situation ne m'échappait pas. Adrien avait été tellement préoccupé par la protection de ses gains futurs contre une femme vénale qu'il avait renoncé à tout droit sur mes milliards. Son avocat l'avait probablement félicité pour sa clairvoyance. J'arrivai à l'appartement et découvris que les serrures avaient déjà été changées.
L'administration de l'immeuble agissait vite quand le cabinet Beaumont passait un coup de fil. Mes nouvelles clés fonctionnèrent parfaitement, et j'entrais dans ce qui avait été notre foyer, mais qui ressemblait maintenant à une scène de crime que je devais traiter et évacuer. Mon téléphone continuait son bourdonnement incessant. Les messages d'Adrien étaient passés de la colère à la négociation. « On peut arranger ça. Pense à ce que tu jettes par la fenêtre. » 6 ans. Élodie, elle ne signifie rien. J'ai fait des erreurs, mais on peut réparer ça. S'il te plaît, parle-moi. Je me déplaçais méthodiquement dans l'appartement, ne prenant que ce qui avait été à moi avant qu'Adrien n'entre dans ma vie. La vaisselle en porcelaine de Limoges, de ma grand-mère, soigneusement enveloppée dans du papier de soie. Les albums photos de mon enfance que j'avais cachés dans le placard. Les bijoux que j'avais gardés dissimulés dans le tiroir de la cuisine, y compris la montre Cartier et les pièces Van Cleef qui valaient plus que la voiture d'Adrien. Tout le reste, les meubles que nous avions choisis ensemble, l'art acheté pendant notre lune de miel, les cadeaux coûteux qu'il m'avait faits au fil des ans, je le laissais derrière moi. C'étaient les accessoires d'une pièce de théâtre dans laquelle je ne jouais plus. Camille arriva à minuit avec des cartons et une loyauté féroce. Un seul regard sur mon visage lui suffit pour me serrer dans une étreinte qui faillit briser ma maîtrise de moi-même. « Je suis fière de toi », murmura-t-elle. « Ce que tu as fait ce soir était incroyable. Je me sens engourdie, admis-je en continuant à emballer pendant qu'elle m'aidait. Je pensais que je me sentirais vengée ou en colère ou quelque chose du genre, mais je me sens juste vide. « C'est le choc », dit-elle en emballant une autre assiette. « Les émotions viendront plus tard. Pour l'instant, il faut juste te sortir d'ici. » Les messages d'Adrien avaient encore changé de ton passant, cette fois aux menaces. « Tu as détruit tout ce pour quoi j'ai travaillé. La brigade financière saisit nos comptes à cause de ton petit numéro. Mes avocats vont te plumer. Tu crois que tu as gagné, mais ce n'est pas fini. Personne ne m'humilie comme ça. » Je les montrai à Camille qui les transféra immédiatement à Maître Beaumont. Les preuves de harcèlement seraient utiles si Adrien décidait d'aller plus loin que des SMS colériques. Bien qu'étant donné que les enquêteurs préparaient probablement déjà des chefs d'inculpation contre lui, il avait de plus gros problèmes que notre divorce. À 2 heures du matin, nous avions chargé mes affaires dans le SUV de Camille et dans une petite camionnette de déménagement. L'appartement paraissait étrange avec mon existence effacée, comme une scène de théâtre après la fin de la représentation. Je laissais mes clés sur le plan de travail en granit à côté de l'alliance que j'avais retirée dans l'ascenseur, sans mots, sans explication. L'espace vide où j'avais existé dirait tout ce qu'il y avait à dire. Le trajet jusqu'au Cap d'Antibes dura environ 10 heures sur des autoroutes désertes. J'avais hérité de la propriété à la mort de mon père, mais je n'y avais jamais vécu la faisant entretenir par une société de gestion pendant que je jouais à la classe moyenne à Paris. En franchissant les grilles, les détecteurs de mouvement activèrent un éclairage subtil qui illumina une demeure que je n'avais visitée que 3 fois depuis les funérailles. 20 pièces d'une solitude immaculée s'étendaient devant nous. Le hall d'entrée à lui seul était plus grand que la plupart des appartements, avec un lustre en cristal qui aurait appartenu à une aristocrate du XIXe siècle. Camille siffla doucement pendant que nous portions les cartons à travers des pièces qui résonnaient de nos pas. « C'est un truc de fou », dit-elle, en posant un carton dans ce qui serait ma chambre. « Tu es propriétaire de tout cet endroit, et tu vivais dans cet appartement en faisant semblant d'être normal. Je voulais qu'on m'aime pour qui j'étais pas pour ce que j'avais, dis-je les mots sonnant creux à présent. Regarde comme ça a bien marché. Nous avons trouvé du champagne, dans la cave des bouteilles millésimées, évaluées à des milliers d'euros, et nous l'avons bu dans des gobelets en carton achetés dans une station-service. Le contraste semblait d'une certaine manière approprié, assise dans une villa évaluée à 40 millions d'euros sur la Côte d'Azur, buvant du champagne de prestige dans des gobelets jetables pendant que mon mariage implosait. Sur toutes les chaînes d'information du pays. Maître Beaumont appela à 4 heures du matin. Les agents de la brigade financière ont perquisitionné Dubois Technologies il y a 1 heure. Ils saisissent tous les ordinateurs et les registres financiers. Ils ont placé Adrien en garde à vue pour l'interroger. Léa Rousseau aussi. Je me redressais dans le fauteuil en cuir du bureau de mon père. Vos documents étaient très exhaustifs. Combinés à ce qu'ils trouvent dans les ordinateurs, ils ont assez d'éléments pour des mandats d'arrêt officiels dès ce matin. De plus,
3 investisseurs majeurs ont déjà déposé des plaintes au civil contre Adrien personnellement. Son contrat de mariage ne le protégera pas de ça. Après avoir raccroché, j'allumai la télévision dans le bureau de mon père. Toutes les chaînes d'information économique couvraient l'histoire. Quelqu'un avait monté des extraits de la confrontation diffusée en direct. Ma voix claire et accusatrice révélant à la fois mon identité et la trahison d'Adrien. Le bandeau en bas de l'écran affichait « L'héritière des laboratoires Laurent expose la fraude de son mari lors du lancement de sa start-up ». Un analyste spéculait déjà sur ce que cela signifiait pour Dubois Technologies. Sans le financement des Laurent qui représentait apparemment 70% de leur capital, l'entreprise est virtuellement sans valeur. Si l'on ajoute à cela les accusations de fraude et l'enquête en cours, nous assistons à un effondrement total avant même l'ouverture des marchés. Camille me trouva là pendant que l'aube peignait la Méditerranée visible par les fenêtres du bureau. Elle apporta du café, cette fois, dans de vraies tasses. Et nous nous assîmes ensemble pour regarder mon ancienne vie être disséquée par des inconnus à la télévision. « Comment te sens-tu » demanda-t-elle prudemment. Je considérais la question. En 12 heures, j'étais passée de l'épouse naïve d'Adrien à une héritière milliardaire exposée publiquement qui avait fait s'effondrer l'entreprise de son mari en direct. Mon téléphone affichait des centaines de messages de numéros inconnus, des journalistes probablement, ou des gens qui se souvenaient soudain que nous avions été amis à l'université. « Libre !» dis-je enfin, et je le pensais vraiment. Le mot « libre » avait à peine franchi mes lèvres que le téléphone de Camille vibra avec une alerte info. Elle le souleva, montrant une vidéo d'Adrien, escorté hors des locaux de Dubois Technologies, menotté avec des agents l'encadrant de chaque côté. Son visage, capturé par la lumière crue du matin, paraissait creusé et vaincu, rien à voir avec l'homme sûr de lui qui se tenait à un pupitre 12 heures plus tôt, promettant de révolutionner la thérapie génique. Les images tournaient en boucle sur toutes les chaînes d'information. Adrien, trébuchant légèrement sur le trottoir, un agent le tenant fermement par le coude et la façon minutieuse dont il guidait sa tête pour entrer dans la voiture de police, le protégeant de se cogner contre le cadre de la porte, même alors. Qu'il l'arrêtait pour des crimes qui pourraient signifier 10 ans de prison. Derrière lui, une autre équipe escortait Léa Rousseau. Son allure parfaite était finalement brisée, le mascara coulant sur ses joues, tandis que les photographes capturaient chaque instant de sa chute. Beaumont rappela quelques minutes après la diffusion des images. La police judiciaire a élargi son enquête. Ils ont trouvé des preuves de fraude supplémentaires remontant à 3 ans. Apparemment, Léa Rousseau vendait des recherches brevetées à la concurrence tout en facturant à Dubois Technologies des honoraires de consultante qui n'existaient pas. Elle fait face à des accusations de complot d'espionnage industriel et de fraude électronique. Je m'approchais de la fenêtre du bureau de mon père, regardant la Méditerranée qui s'étendait à l'infini devant moi. La propriété du Cap d'Antibes offrait des vues qui pouvaient vous faire oublier que le reste du monde existait, mais je ne pouvais pas échapper à la réalité de ce qui se passait à 900 km de là à Paris. Mon téléphone affichait 73 appels manqués d'Adrien, une vingtaine de numéros inconnus et un d'Éléonore, la mère d'Adrien. Celui-là, j'ai failli y répondre. Mais je me suis ravisée. Elle pouvait attendre. La procédure de faillite avança avec une rapidité stupéfiante. Le mardi suivant, moins d'une semaine après l'événement de lancement, Dubois Technologies fut placé en redressement puis en liquidation judiciaire. Les investisseurs qui avaient menacé de poursuites civiles avaient gelé le peu d'actifs qui restaient, et sans le financement des Laurent pour la maintenir à flot, l'entreprise s'effondra comme un château de cartes. Maître Beaumont organisa les choses pour que les laboratoires Laurent fassent une offre sur les brevets et les actifs de recherche. Une simple formalité en réalité, puisqu'aucune autre entreprise ne voulait toucher à quoi que ce soit associé à ce scandale. Nous offrons 10 millions d'euros pour tout le portefeuille de brevets, m'informa Beaumont, lors d'une réunion dans la salle à manger formelle de la Villa des Papiers, étalée sur une table prévue pour 20 convives. La recherche a une grande valeur si elle est gérée correctement. Les scientifiques ont fait du bon travail malgré les défaillances de la direction. Assurez-vous que l'équipe de recherche sache qu'ils auront du travail s'ils le souhaitent, dis-je en signant les documents d'acquisition. Ils n'ont pas créé ce désastre. Ils ne devraient pas souffrir des crimes d'Adrien. La vente aux enchères des actifs eut lieu dans une salle de conférence stérile à Paris. Je n'y assistais pas,
Mais l'associé de Beaumont m'envoyait des mises à jour. L'équipe exécutive d'Adrien regarda l'œuvre de sa vie être dépecée et vendue pour des centimes. Les actifs légitimes allèrent au Laurent. Les meubles et l'équipement de bureau allèrent au liquidateur. Le coûteux mobilier de l'étage de direction, y compris les précieux prix et diplômes d'Adrien, fut vendu pour moins de 1 000 € au total. Éléonore réussit finalement à me localiser le 8e jour après que j'ai ignoré 6 messages vocaux qui passaient de l'exigence au désespoir. Elle se présenta aux grilles de la propriété, sans prévenir, m'obligeant à décider si je devais la laisser entrer ou la laisser planter là comme un représentant de commerce. Contre mon bon sens, je demandai à la sécurité de l'escorter jusqu'à l'entrée principale. La femme qui entra dans le bureau de mon père ne ressemblait guère à l'Éléonore qui avait critiqué la propreté de ma maison et remis en question ma valeur en tant qu'épouse de son fils. Ses cheveux normalement parfaits pendaient lâchement. Ses vêtements de créateur semblaient avoir été portés pour dormir, et ses yeux reflétaient le genre de désespoir que connaissent les gens qui ont tout perdu. « S'il vous plaît », dit-elle avant même que je puisse parler, s'effondrant sur la chaise face à mon bureau sans y avoir été invitée. « Tu dois l'aider. Tu dois leur dire que tout ceci est un malentendu. Il n'y a aucun malentendu, Éléonore. Ton fils a détourné des fonds, commis des fraudes et détruit la vie de centaines d'employés qui lui faisaient confiance. Il a fait des erreurs, dit-elle, les larmes coulant librement, ruinant un maquillage qui lui avait probablement pris 1 heure à appliquer. Mais il ne mérite pas de tout perdre. C'est mon fils unique, Élodie. Tu peux sûrement comprendre l'amour d'une mère. Open now. Je repensais à tous ces dîners où elle m'avait comparé défavorablement à Léa Rousseau, aux insinuations constantes, selon lesquelles Adrien avait fait un mariage en dessous de sa condition, aux insultes subtiles et moins subtiles sur ma prétendue origine modeste. Mais en la voyant maintenant brisée et suppliante, je ressentis quelque chose que je n'attendais pas. Pas du pardon, certainement pas, mais une sorte de pitié lasse. Je ne peux pas aider Adrien, dis-je avec fermeté. Il a créé cette situation par ses propres choix. Mais je peux m'assurer que ton fonds de fiducie personnelle reste protégé des poursuites civiles, celui que ton défunt mari a mis en place. Il est modeste, mais il te permettra de vivre confortablement. Elle sanglota plus fort. Que ce soit de soulagement ou de désespoir continu, je ne saurais le dire. Après son départ, Camille me rejoignit près de la fenêtre, regardant le coucher du soleil sur la mer. C'était plus généreux que ce qu'elle méritait, observa-t-elle. C'est une femme amère et égoïste qui a élevé un fils à son image, répondis-je. Mais elle ne mérite pas de finir à la rue parce qu'Adrien s'est avéré être exactement ce qu'elle lui a appris à être. La satisfaction finale arriva 2 semaines plus tard, lorsque je supervisais personnellement la rénovation de l'étage de direction de Dubois Technologies. En tant que nouvelle propriétaire via les laboratoires Laurent, j'avais le contrôle total de l'espace. La majeure partie serait convertie en laboratoire de recherche, offrant aux scientifiques les ressources dont ils avaient toujours eu besoin, mais qu'ils n'avaient jamais reçues sous la direction d'Adrien. Mais son bureau. Cette suite d'angles où je l'avais entendu me traiter de naïve, où je l'avais vue avec Léa. Cet espace méritait un traitement spécial. Je me tins dans l'encadrement de la porte pendant que les ouvriers démontaient tout ce qui en avait fait son sanctuaire. L'énorme bureau en chêne où il avait planifié sa stratégie de fuite. Le mur de récompense qui avait nourri son ego. Le canapé en cuir où il avait trahi notre mariage de toutes les manières possibles. Que voulez-vous qu'on fasse de ça, madame ? Le chef de chantier souleva une photo encadrée qui s'était trouvée sur le bureau d'Adrien. Notre photo de mariage. Celle où nous avions tous les deux l'air follement heureux, avant les mensonges, les secrets et les trahisons. « À la poubelle !» dis-je sans hésiter. « Tout va dans la benne à ordures. » J'observais par la fenêtre les ouvriers jeter le canapé par-dessus le bord dans la benne industrielle en bas. Il atterrit avec un fracas satisfaisant, le cuir se déchirant, l'armature se brisant. 6 ans de mariage réduits à l'état de déchets dans un conteneur en métal, attendant d'être emporté et oublié. Le bureau deviendrait une réserve de fourniture, des étagères de papier pour imprimantes et des cartouches d'encre là où l'ego d'Adrien avait autrefois résidé. Les agents d'entretien rangeraient leurs balais et leurs seaux là où il avait gardé ses secrets. Chaque fois que quelqu'un aurait besoin de fourniture, il marcherait sur l'espace où Adrien Dubois pensait construire un empire,
sans jamais savoir qu'il se tenait sur les ruines d'un homme qui avait confondu la cruauté avec la force et la tromperie avec l'intelligence. Pendant que je signais les derniers ordres de rénovation, mon téléphone vibra, un message d'un numéro inconnu. J'ai failli l'effacer pensant que c'était un autre journaliste, mais quelque chose m'a poussé à le lire. Madame Laurent, je suis le docteur Sophie Morel de l'équipe de recherche. Merci d'avoir sauvé nos emplois et nos recherches. Nous ne vous décevrons pas. L'équipe de recherche ne le savait pas encore, mais sous la direction des Laurent, ils accompliraient la percée en thérapie génique qu'Adrien avait promise, mais jamais réalisée. Leur travail sauverait des vies, ferait les gros titres pour les bonnes raisons et prouverait que la bonne science pouvait survivre à une mauvaise direction. Adrien verrait cela depuis une prison, tandis que ses anciens employés accompliraient tout ce qu'il avait fait semblant de construire. Le message du docteur Morel resta avec moi pendant les mois qui suivirent. Un petit rappel que quelque chose de bon pouvait surgir des décombres. 6 mois passèrent dans un tourbillon de procédures judiciaires, de restructuration d'entreprises et d'apprentissage pour habiter cette vie que j'avais cachée pendant si longtemps. La villa du Cap d'Antibes ne ressemblait plus à un musée que je visitais, mais était devenue un véritable foyer. Ces 20 pièces se remplirent peu à peu de vraie vie au lieu d'un écho de vide. L'invitation à prendre la parole au sommet mondial de l'innovation pharmaceutique arriva un mardi matin, remise en main propre par un coursier, pour s'assurer que je ne puisse pas prétendre ne pas l'avoir reçue. Il voulait que je prononce le discours d'ouverture, que je me tienne devant un public de leaders de l'industrie et que j'explique la nouvelle orientation des laboratoires Laurent. Le pupitre même, où Adrien avait prévu d'annoncer la percée de Dubois Technologies, serait désormais le mien. Je me tins devant le miroir de ma chambre ce matin-là, mais cette fois je ne cachais rien. La montre Cartier brillait à mon poignet. Le tailleur de créateur que je portais coûtait plus cher que le salaire mensuel de la plupart des gens, et je ne prétendais plus le contraire. Mon reflet montrait quelqu'un que j'apprenais encore à reconnaître confiante, sans arrogance puissante, sans cruauté authentique, d'une manière qui ne m'avait jamais été permise auparavant. Le palais des congrès de Paris bourdonnait d'une énergie familière à mon arrivée. Beaucoup des mêmes visages de cette nuit d'il y a 6 mois remplissaient la salle, bien que leurs expressions aient changé. Là où ils avaient autrefois montré un intérêt poli pour les promesses d'Adrien, ils me regardaient maintenant avec une curiosité sincère et peu être une pointe de méfiance. Tout le monde connaissait l'histoire de l'épouse naïve qui s'était révélée être une milliardaire et qui avait abattu l'empire de son mari tout en construisant quelque chose de meilleur sur ses cendres. « Bonjour », commençai-je, ma voix résonnant clairement dans la salle, sans le tremblement qui accompagnait autrefois mes prises de parole en public. Il y a 6 mois, beaucoup d'entre vous ont été témoins de ce qui se passe quand l'ambition opère sans éthique, quand le succès se construit sur la tromperie plutôt que sur l'innovation véritable. Aujourd'hui, je suis ici pour vous montrer ce que nous avons construit à la place. La présentation décrivit la transformation des Laurent. Pas seulement l'acquisition de la recherche, mais une restructuration complète de la façon dont le développement pharmaceutique pouvait fonctionner. Un partage des bénéfices pour chaque employé du personnel d'entretien aux chercheurs principaux. Des signalements éthiques anonymes qui donnaient réellement lieu à des actions. Le partage de certaines recherches en open source pour faire avancer le domaine plutôt que seulement nos bilans financiers. Nous avons prouvé que les affaires éthiques ne sont pas seulement justes moralement, continuai-je, en faisant défiler des diapositives montrant notre dernière percée, la thérapie génique qu'Adrien avait promise maintenant, fonctionnelle en essais cliniques. Elles sont aussi plus rentables. Nos chercheurs sont plus innovants quand ils n'ont pas peur. Nos partenariats sont plus forts quand ils reposent sur la transparence. Nos innovations ont plus de sens quand elles sont conçues pour aider les gens au lieu de simplement générer des revenus. Camille se tenait sur un côté de la scène. Elle était maintenant ma directrice des opérations, portant un tailleur qui coûtait probablement plus cher que ce qu'elle gagnait en 1 an dans son ancien travail. Elle avait mérité chaque centime de son nouveau salaire, m'aidant à transformer l'entreprise pharmaceutique traditionnelle de mon père en quelque chose de révolutionnaire. Quand je la présentais, les applaudissements furent sincères. Tout le monde dans l'industrie connaissait son histoire. L'amie loyale, qui était restée à mes côtés quand tous les autres auraient fui. Celle qui avait aidé à emballer la porcelaine de ma grand-mère pendant que mon monde s'effondrait. Celle qui avait bu du champagne dans des gobelets en carton dans une villa de 40 millions d'euros pendant que nous cherchions comment nous reconstruire.
Les questions qui suivirent furent incisives mais respectueuses. Comment avais-je caché mon identité si longtemps? Qu'est-ce qui m'avait poussé à révéler enfin la vérité? Est-ce que je regrettais la façon dont les choses s'étaient passées? Je répondis, avec honnêteté admettant, que vivre une double vie avait été épuisant, que l'amour m'avait fait faire des bêtises et que parfois la vérité a besoin d'une révélation dramatique pour être crue. 3 heures plus tard, je marchais vers ma voiture quand je le vis. Adrien se tenait à l'extérieur du palais de justice de Paris, à 2 rues de là, son avocat à ses côtés, tous deux dans des costumes sombres qui ne pouvaient masquer la défaite dans leur posture. Le prononcé de la sentence avait eu lieu ce matin-là. Je le savais, mais j'avais choisi de ne pas y assister. Le voir maintenant, c'était comme voir le fantôme de quelqu'un qui avait eu de l'importance autrefois, mais qui était devenu hors de propos. Il me vit au même moment et se figea. Il venait d'écoper de 5 ans de prison ferme. Le juge n'avait apparemment pas été ému par les arguments de son avocat sur le fait qu'il s'agissait d'une première infraction et de sa bonne réputation antérieure. Il purgerait au moins 3 ans avant une possibilité de libération conditionnelle. Son avocat essaya de l'éloigner, mais Adrien se dégagea et marcha vers moi avec le pas décidé de quelqu'un qui n'a plus rien à perdre. « Élodie », dit-il quand il fut assez près, pour que je puisse voir les rides autour de ses yeux, les cheveux gris qui n'étaient pas là 6 mois auparavant. J'attendis sans rien dire, sans lui donner le moindre encouragement ou reconnaissance au-delà de soutenir son regard. Je voulais juste dire. Il fit une pause, semblant chercher des mots qui pourraient avoir de l'importance. « Que tu as tout détruit. »« Non, » répondis-je calmement. « J'ai tout révélé. Il y a une différence significative. Tu avais tout planifié depuis le début, en cachant qui tu étais, en attendant le moment parfait pour m'humilier. » Je faillis rire de son narcissisme, toujours intact malgré tout. Tu essaies encore de te faire passer pour la victime dans cette histoire. J'ai caché qui j'étais parce que je voulais qu'on m'aime pour moi-même. Tu as caché qui tu étais parce que tu prévoyais de me voler. Nous ne sommes pas pareils. Il fit un pas de plus et je vis son avocat se crisper, probablement inquiet de la violation d'une ordonnance du tribunal. « Tu étais si naïve », cracha-t-il, faisant écho aux mots qui avaient tout déclenché. « Tu croyais vraiment en l'amour. Tu avais raison sur une chose, dis-je, ma voix aussi dure que la pierre. J'étais naïve, mais la naïveté se guérit avec l'expérience. Ce que tu as, toi, c'est de l'égoïsme, de la cruauté, l'incapacité totale d'accorder de la valeur à autre chose qu'à toi-même. Ça, c'est incurable. » Son visage s'empourpra, mais avant qu'il ne puisse répondre, son avocat l'attrapa par le bras et l'emmena de force. Je l'ai regardé partir, sans rien ressentir d'autre qu'un vague sentiment de conclusion. Adrien passerait les prochaines années en prison, puis en sortirait pour trouver une industrie qui avait avancé sans lui, où son nom était synonyme de scandale plutôt que de succès. Cette nuit-là, je m'assis dans le bureau de mon père, pendant que le coucher du soleil peignait la mer dans des tons d'ambre et d'or. Entre mes mains, je tenais la lettre qu'il avait laissée avec les documents de succession. Une lettre que j'avais lue 100 fois mais que je ne comprenais vraiment que maintenant. « Ma très chère Élodie », commençait-elle de son écriture précise. « Si tu lis ceci, c'est que tu as enfin réclamé ton héritage. Pas l'argent, ce ne sont que des chiffres et des comptes, mais la responsabilité qui l'accompagne. Je t'ai caché cela non pas parce que je ne te faisais pas confiance, mais parce que je voulais que tu découvres qui tu étais sans ce poids. La véritable richesse n'est pas ce dont tu hérites. C'est ce que tu deviens lorsque tu es mise à l'épreuve. L'argent peut être perdu, volé ou gaspillé. Mais la personne que tu deviens à travers l'épreuve et le triomphe, cela t'appartient pour toujours. Je sais que tu deviendras quelqu'un de remarquable. Avec tout mon amour, papa. » La lettre trembla légèrement dans mes mains, tandis que des larmes que je n'attendais pas brouillaient les mots. Par la fenêtre, la mer s'étendait à l'infini, et quelque part, au-delà de l'horizon, l'avenir m'attendait. Pas l'avenir que j'avais planifié avec Adrien, construit sur des mensonges et des identités cachées, mais quelque chose de réel, de solide et d'entièrement à moi. Demain, l'équipe de recherche présenterait ses dernières découvertes. La semaine prochaine, nous annoncerions 3 nouveaux partenariats avec des entreprises qui partageaient nos valeurs. Le mois prochain, les premiers patients recevraient la thérapie génique qui pourrait leur sauver la vie. L'empire dont j'avais hérité était devenu quelque chose de plus grand que ce que mon père avait imaginé. Pas seulement rentable, mais doté d'un but.
Certaines femmes héritaient de fortunes et les dépensaient. D'autres héritaient de fortunes et les cachaient. Moi, j'avais fait les deux, et j'avais appris qu'aucune de ces voies n'apportait le bonheur. La véritable satisfaction venait du fait d'utiliser cette fortune pour construire quelque chose de significatif, entouré de personnes qui valorisaient la loyauté au-dessus du pédigree et la vérité au-dessus des apparences. Si cette histoire de vengeance calculée vous a tenu en haleine, cliquez sur le bouton « J'aime tout de suite ». Ma partie préférée a été quand Élodie a révélé son identité comme héritière des laboratoires Laurent lors du lancement et de voir le visage d'Adrien blêmir en réalisant que sa naïve d'épouse avait financé ses rêves depuis le début. Quel a été votre moment préféré de cette douce justice? Laissez-le dans les commentaires. Ne manquez pas d'autres histoires palpitantes comme celle-ci. À très vite.